Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de soignant by Fed Medical. Ce podcast s'adresse à tous les membres de la communauté de la santé et à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'informations sur les métiers de la santé. Nous recevons donc des invités issus du domaine qui nous parlent de leur métier et nous partagent leur quotidien. Je suis Christelle Joly, manager exécutif au sein de Fed Group à Aix-en-Provence. Nous accueillons aujourd'hui Olivia Dietrich, infirmière depuis 2014. Olivia exerce sa fonction auprès de personnes âgées en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, autrement connu sous le nom d'EHPAD. Bonjour Olivia, merci de votre présence aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Olivia, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous présenter en quelques mots et nous dire pourquoi vous avez choisi le métier d'infirmière ? Oui, bien sûr. Alors, pour me présenter, je m'appelle Olivia, j'ai 34 ans, je suis infirmière depuis bientôt 10 ans et diplômée de l'IFSI Saint-Vincent à Strasbourg. Pour commencer, je dirais que depuis petite, j'ai vraiment un intérêt pour la médecine et le fait de pouvoir agir sur la maladie, le fonctionnement du corps humain et le soin. J'ai rapidement remarqué que je n'avais pas peur du sang et au contraire que j'avais une curiosité pour les soins, notamment avec une de mes amies d'enfance qui est atteinte d'une maladie rare et qui devait du coup se faire des injections tous les soirs et donc elle avait un système de pousse-seringue électrique en fait à la maison. Et c'est vrai que ça me fascinait à chaque fois, quoi. Je trouvais ça génial. Bon, génial entre grosses guillemets, quoi. Mais je trouvais ça super qu'elle puisse justement aider sa condition grâce à ça. Quelques années plus tard, après, c'est vrai que à 18 ans, après le bac, j'ai eu un contexte personnel et familial qui était un peu chaotique. Aussi une prof de maths qui m'avait pas trop soutenue, en me disant que les filières de santé n'étaient pas forcément faites pour moi. Donc, je me suis lancée dans un BTS de commerce international, surtout parce que j'avais une volonté de voyager et d'aller à la rencontre de nouvelles cultures. Mais j'ai vite compris que c'était davantage l'apprentissage du commerce qui était au programme plutôt que les voyages. Donc en 2010, j'ai préparé le concours infirmier, je l'ai eu. Et en 2011, je suis rentrée à l'IFSI et c'était parti. J'ai finalement vraiment voyagé en choisissant de faire un tour du monde en 2017 par mes propres moyens et non plus sous l'excuse des études. Et aussi un voyage en Amérique latine en 2021. D'ailleurs, par rapport à ça, le métier d'infirmière est vraiment intéressant pour avoir la liberté de réaliser ses projets personnels. Donc, je voulais avant tout un métier qui me permette de comprendre l'être humain dans tous ses aspects, sa complexité, et un métier dans lequel les rapports avec les bénéficiaires, les patients, les résidents, comme on les appelle aussi en EHPAD, étaient authentiques et où les gens n'ont pas d'autre choix que de se montrer comme ils sont, plutôt qu'un quotidien par rapport au commerce dans lequel on joue un petit peu un rôle, quoi. Souvent dans le but de finaliser une vente. Et je voulais vraiment, du coup, m'enrichir de la diversité des rencontres, quoi. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Après, donc en 2014, quand j'ai été diplômée, j'avais ce rêve de m'installer à Paris. Donc j'ai fait 4 mois de bloc opératoire à Strasbourg et finalement j'ai déménagé avec mon copain de l'époque qui est devenu mon mari aujourd'hui. On s'est installé à Paris et j'ai travaillé au bloc opératoire d'urologie à la Pitié-Salpêtrière. Donc là, c'était vraiment très intéressant parce que j'ai pu comprendre, voir le corps humain sur son aspect anatomique et voir du coup toutes les chirurgies. Enfin, c'était super intéressant. Quelques temps plus tard, j'ai malheureusement été un peu dérangée par l'environnement de travail. Parce que c'est vrai que de travailler en bloc opératoire, c'est assez particulier. C'est un lieu clos, où il y a beaucoup de promiscuité, on est en sous-sol, sans fenêtre, à 21 degrés toute la journée. Enfin voilà, c'est une fourmilière. Ça n'a pas convenu. Voilà, c'est ça. J'ai compris que je ferais pas carrière dans ces conditions-là. Et donc suite à ça, c'est vrai que sur un coup de tête, j'ai postulé, j'ai envoyé CV, lettre de motivation dans des maisons de retraite. Je me suis dit, je veux un lieu de vie, un endroit où je suis un peu chez les gens, sans tout ça, sans tout ce côté très médical et hospitalier. Et donc, j'ai commencé, on va dire, en EHPAD dans une structure associative. Et contre toute attente, j'ai vraiment adoré. Ok, super. Merci pour cette présentation riche et détaillée. On sent qu'il y a eu un vrai travail d'introspection qui vous fait prendre aussi conscience que ce métier, c'est celui qui vous correspond aujourd'hui et ouais, tout à fait. Exercez. Ok, super.
Donc aujourd'hui, vous travaillez en EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre quotidien auprès des personnes âgées, justement, que vous prenez en charge? Oui, en fonction de la région, comme j'ai commencé à Paris, j'ai remarqué que là-bas, on travaillait en 12 heures. C'est vrai qu'après, quand je suis revenue quelque temps en Alsace, là-bas, c'était des journées de 8 heures. Donc, en fonction de la région, ça va être 8, 10 ou 12 heures. D'accord. Et actuellement, donc, à Aix-en-Provence, je commence ma journée à 7 heures et je la termine à 19 heures. Donc, ça fait des longues journées, mais voilà, qui sont regroupées après par grandes semaines, petites semaines, pour la partie un peu technique. Donc, au cours de ces journées, je prends en charge une quarantaine de résidents qui sont répartis sur un étage ouvert pour des personnes âgées. Donc, en majorité, elles ont plus de 85 ans maintenant en EHPAD. Elles sont dépendantes pour les actes de la vie quotidienne, polypathologiques, et elles présentent des troubles moteurs et cognitifs. Dans un deuxième temps, je m'occupe aussi, en même temps, d'une unité de vie protégée, ce qu'on appelle les UVP ou les UP, pour les personnes déambulantes qui souffrent de maladies neurodégénératives, apparentées à la maladie d'Alzheimer, par exemple, de troubles cognitifs ou du comportement. Donc mon rôle en tant qu'infirmière, dans un premier temps, c'est d'évaluer, surtout en collaboration toujours avec les aides-soignantes qui sont très présentes dans ces structures, les ressources, les capacités et les besoins du résident pour adapter au mieux mon intervention. Et c'est vraiment ça qu'on définit comme le niveau de dépendance, en fait, qu'on évalue après par une grille Agir et qui permet de classer le niveau de dépendance de 1 à 2 jusqu'à 5, 6, donc de peu dépendant jusqu'à très dépendant. Ça, c'est quelque chose que vous évaluez aussi avec les familles? Oui, tout à fait. En fait, grâce aux familles qui souvent sont là lors de l'admission du résident, la plupart du temps, et c'est tant mieux d'ailleurs, on arrive à mieux comprendre l'histoire du résident, son histoire de vie, ce qu'il a amené ici, mais aussi ses ressentis, les liens qu'il peut avoir avec les différents membres de sa famille, les personnes qui l'entourent, et ses habitudes, c'est-à-dire vraiment de faire le questionnaire à la manière d'un diagnostic infirmier, le fameux diagnostic selon les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Alors ça m'a fait replonger dans des souvenirs de cours. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que bon, on le fait pas aussi formellement, mais c'est un peu ce qu'on fait quand même sur le terrain. Et quel est l'objectif du coup pour chaque résident? L'objectif, c'est vraiment de coordonner tout ce qui le concerne et l'entoure pour faciliter la transition entre son domicile et sa nouvelle résidence, tout en l'aidant à garder au maximum son autonomie. Enfin, c'est vraiment de comprendre qu'il y a une transition, voilà, entre soit son domicile ou alors à l'hôpital s'il a été hospitalisé suite, par exemple, à un acte de chirurgie, suite à une chute, et de faciliter cette arrivée dans sa nouvelle demeure, parce qu'il s'agit quand même... Alors, c'est une structure qui est médicalisée, mais c'est quand même chez lui. À partir du moment où on passe la porte de sa chambre, c'est chez lui. Et c'est pour ça que c'est une sorte de travail de l'ombre, en fait, pour l'aider dans ses actes de la vie quotidienne, que ce soit la réalisation de ses soins d'hygiène, donc la toilette, la prise des repas, la prise des médicaments, l'évolution de ses pathologies, prendre des rendez-vous pour lui, que ce soit des rendez-vous internes comme d'aller chez le coiffeur ou le passage du pédicure, jusqu'à des rendez-vous de spécialistes pour l'aider, quoi, au maximum à continuer à vivre et justement pas à se sentir isolé et abandonné. Oui, le plus normalement possible. On dit souvent que vous prenez le relais d'un aidant ou des enfants de la famille. Mm-hmm. Ouais, tout à fait. On va prendre le relais. Alors souvent, ça va être le mari ou la femme. Ça peut être aussi les enfants, une nièce qui vont être de plus en plus fatigués, qui vont avoir de plus en plus de mal aussi à gérer. Surtout quand quelqu'un a des pathologies comme Alzheimer, ça peut être très compliqué à gérer au quotidien. Et donc, quand le fait de rester à domicile n'est plus envisageable, l'EHPAD vient comme une solution, quoi. Donc il y a un rôle à la fois technique, mais aussi beaucoup de relationnel finalement avec le patient et avec les familles. Oui, ouais, exactement. En fait, on va essayer de mêler les deux, c'est-à-dire de faire valoir notre savoir-faire et notre savoir-être de soignant. Et après aussi, dans la communication, de souvent les tenir informés. On a beaucoup d'appels de famille. C'était notamment le cas en période de Covid.
Voilà, quand ils pouvaient pas forcément se voir, on faisait le relais par téléphone, des fois par mail, quand on a des cas où les enfants vivent à l'étranger, par exemple. Au quotidien, qu'est-ce que ça suppose pour vous en tant que soignant ? Je dirais que ça demande de brancher son cerveau en mode préventif et d'accompagnement plutôt que curatif, et d'évaluer les signes cliniques des résidents pour prévenir, par exemple, les décompensations de pathologies présentes, donc d'insuffisance cardiaque ou rénale, par exemple, et aussi de prendre en charge des séquelles suite à des maladies comme l'AVC ou l'infarctus du myocarde, et d'éviter les rechutes. C'est à chaque prise de poste, en fait, d'écouter les transmissions pour apprécier l'évolution de l'état de santé des résidents, repérer les signes cliniques alarmants, coordonner ensuite la prise en charge avec les médecins et s'assurer du suivi de la bonne prise en charge du résident. C'est vraiment ça, plutôt que d'être dans une logique de on va le sauver ou absolument le guérir, quoi. Parce que c'est vrai qu'à 85 ans, il faut changer de perspective. Oui, évidemment. D'accord. Donc par exemple, sur une apparition d'une plaie, vous allez valider plutôt une localisation, comment vous allez traiter ? Et c'est vrai qu'on va essayer de repérer toutes les petites choses qui vont évoluer ou qui vont apparaître dans le cas d'une plaie, comme vous disiez. Souvent, c'est l'aide-soignante qui va nous dire au moment de la toilette, j'ai repéré que monsieur untel avait quelque chose à la jambe qui me paraît bizarre. Donc soit on va se demander si c'est suite à un traumatisme, est-ce qu'il s'est cogné, ou est-ce que on fait plus face à un ulcère, quelque chose qui ne part pas, ou à une escarre, parce que souvent c'est des personnes qui sont dénutries, donc qui vont avoir une intégrité au niveau de leur peau qui est plus fragile et plus difficile à maintenir, quoi. Donc c'est vrai que c'est un vrai travail en collaboration avec les aides-soignantes, et c'est super quand on peut justement échanger comme ça, réussir à repérer les choses rapidement et pouvoir après faire un vrai suivi, quoi. Vous nous disiez tout à l'heure que les journées peuvent varier entre 8, 10 et 12 heures. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer une journée type ? Oui. C'est vrai que ça fait un peu énorme comme ça, 7h, 19h, mais on arrive à répartir les choses de manière agréable, j'ai envie de dire. Voilà, dans la pratique. Elles sont bien chargées parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En général, à 7h, je commence par la lecture des transmissions, donc de la contre-équipe, avec la préparation de tous les médicaments qui sont hors piluliers, des stupéfiants, etc., des choses que j'aurai à faire. Parce que les traitements chroniques sont préparés par une pharmacie, en fait, qui maintenant a des systèmes très ingénieux d'escargots ou de choses comme ça, automatisés, ouais, voilà, exactement. On prépare aussi les rendez-vous du jour, parce que souvent on a 3-4 résidents qui doivent se rendre soit dans des cabinets privés, soit faire des radios, etc. Et donc on doit gérer avec les ambulanciers, etc. Bon, il y a un gros point noir dans notre secteur qu'on va pas cacher, c'est la gestion des absences du personnel. Donc souvent le matin c'est qui est là, qui n'est pas là, et là après on doit s'organiser en fonction, parce que en fonction de la période aussi, on va avoir 1, 2 ou 3 absences. Donc là, comme le personnel administratif n'est pas présent, c'est les infirmières qui doivent gérer. Donc pallier aux absences et c'est ça. Un peu en last minute. Ouais, tout à fait. Et trouver en fait la super idée qui fait que à -3, on va réussir à faire le même travail en gardant le sourire. Je peux pas vous cacher que c'est pas toujours le bonheur pour tout le monde, hein. Voilà. À 8h, je commence ma tournée de médicaments avec mon chariot, voilà. Okay. Et j'essaye d'aider au maximum à l'installation des résidents, puisqu'ils viennent de finir leur nuit, donc on les réveille, on les installe en demi-assis, assis pour ceux qui peuvent, dans leur lit ou devant la table, mais dans la chambre en général pour le petit déjeuner. D'accord. À 10h, on fait un point, souvent avec le médecin coordonnateur. Alors, ça dépend des établissements, parce qu'ils sont pas là tous les jours, forcément. Et on essaye, moi j'essaye de gérer les besoins des aides-soignantes aussi, qui m'ont relevé donc des soucis ou des choses à voir, quoi, pour vraiment après pouvoir en parler aux médecins traitants. Je réponds aux appels des familles, de la pharmacie, tout ça est fait avec un téléphone à la poche qui sonne régulièrement. On imagine. Voilà. À 11h, je vais faire une tournée de pansement.
Et à 11h30, en général, on a un moment de transmission inter-équipe. Et j'en profite après pour préparer les médicaments de midi et ceux du soir. À midi, je redistribue des médicaments. Il y a une grande partie de distribution de médicaments, on va pas se le cacher. Et je surveille aussi l'appétit et des résidents et bon, les éventuelles fausses routes parce que c'est quand même un risque majeur en EHPAD. J'enchaîne à 13h avec la gestion administrative des rendez-vous, les commandes de matériel, enfin, etc. J'essaye de prendre un temps pour écrire mes transmissions de ce que j'ai fait le matin. Et enfin, à 14h30, j'ai une pause. Voilà. Bien mérité. Oui. Et à 16h, en général, quand je reprends, j'essaye de continuer donc les pansements, m'organiser avec les aides-soignantes pour m'organiser pour les repas, pour voir qui peut manger en salle à manger, qui a besoin de s'installer déjà au lit. Et vers 17h45, je refais une distribution de traitements pendant le dîner. Et à 18h30, là, je peux préparer les traitements de nuit, refaire des transmissions écrites et faire mes transmissions à l'équipe de nuit qui va prendre la suite à partir de 19h. D'accord, donc des journées bien rythmées. Oui. Ok, super. C'est ça, parce que ça prend pas forcément en compte aussi les urgences et quand on vous appelle pour dire oui, il y a une chute ou voilà, des choses imprévues. Mais bon, on aime bien aussi l'imprévu. Ils viennent s'ajouter. Voilà, Okay. C'est ça. Super. Aujourd'hui, donc, vous accompagnez également des patients qui sont en fin de vie, en soins palliatifs. Quelles sont les spécificités de cette prise en charge ? C'est vrai que quand un patient va se dégrader ou quand il présente un syndrome de glissement, comme on dit, ou qu'une maladie dont il est atteint s'aggrave, on le prend plus en charge de manière curative, mais palliative. C'est vrai qu'on va l'accompagner du mieux possible à la mort, en le soulageant un maximum de ses souffrances et en limitant l'inconfort qu'il peut ressentir et en cherchant à respecter au mieux ses besoins et ses valeurs. Alors, il y a une partie technique avec des soins physiques, comme le fait de préserver l'intégrité de sa peau, en cherchant par exemple à faire des toilettes un petit peu plus douces et, alors, dans la mesure du possible, prendre son temps et l'aider par des effleurages, des latéralisations régulières, le fait de le faire changer de position pour limiter l'apparition d'escarres, de l'installer de manière confortable dans son lit avec des coussins de positionnement. Enfin, c'est vraiment de chercher à ce qu'il soit bien malgré la situation qu'il traverse. Et il y a aussi une partie d'administration de traitements antalgiques pour pallier, en fonction de l'évaluation des douleurs, justement à ces inconforts ressentis. On garde aussi une grande partie de soins techniques, donc de réfection de pansements, de plaies qui étaient déjà présentes, ou en fonction de ce qu'il présentait, de sondage urinaire pour l'aider à l'élimination, de nutrition entérale s'il ne parvient plus à se nourrir normalement entre guillemets, et on fait une aide aussi, une évaluation à l'alimentation. Donc et la dernière partie, c'est la partie plutôt bien-être, qui consiste à adapter au mieux l'environnement du patient par la musique par exemple, la diffusion d'odeurs qu'il pourrait apprécier, du toucher, et je sais que j'avais un patient là qui me vient en tête, qui aimait bien le chocolat. D'accord. On essayait de temps à autre de lui mettre un petit carré de chocolat sous la langue pour que ça fonde et qu'il ait un goût agréable oui, bien sûr. au quotidien, parce que c'est très médicalisé quand même tout ça. Oui, ce que vous disiez, il y a le côté technique et il y a le côté bien-être. Si on peut améliorer comme ça un peu la fin de vie, on le fait. À quel moment on décide de la prise en charge palliative d'un patient ? Alors c'est vraiment un aspect assez subtil parce que déjà on le décide pas seul. On peut pas se dire un beau matin bon allez on arrête tout et puis en tant qu'infirmière je décide que ça. Oui, il y a une consultation complètement et souvent la situation malgré la prise en charge curative se dégrade. On voit bien que ce qui est mis en place ne marche plus et donc on va décider de faire une réunion de concertation pluridisciplinaire avec l'équipe de l'EHPAD, donc le médecin coordinateur, le médecin traitant, l'IDEC, l'infirmier coordinateur et l'ensemble des paramédicaux. En fait, plus il y a de professionnels de santé autour de la table et plus on peut donner son avis et essayer vraiment de trouver un accord. Et surtout la famille, en fait, qui, elle, a connaissance et conscience des directives anticipées qui sont remplies à l'admission en EHPAD. Et la désignation de la personne de confiance qui va nous aider à aiguiller ce choix, quoi. Ok.
Aujourd'hui, combien de patients vous avez en charge en moyenne au quotidien ? Alors, j'ai une quarantaine de patients, ce qui est bizarrement un luxe. Je sais que dit comme ça, c'est bizarre. Mais dans d'autres établissements, je m'occupais de 75 à 80 patients seuls. Donc, ça fait très peur au départ, mais c'est vrai que quand on s'organise, faut vraiment être très organisé, on y arrive. Mais dans cette masse, j'ai envie de dire, de personnes à prendre en charge, les soins palliatifs, malheureusement, ne peuvent pas être faits correctement parce que on imagine bien que ce soit 40 patients qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de temps. Et là, c'est vrai que de pouvoir mettre, comme je disais avant, des soins de bien-être en place, franchement, on peut oublier. Donc, c'est ça qui pêche un peu, quoi. D'accord, ça devient parfois compliqué. Alors, ça me fait une transition toute faite sur ma prochaine question. L'EHPAD est souvent au cœur des polémiques, ce qui entache aussi l'image de la gériatrie en général. Quel est votre regard sur ce sujet ? Je commencerai par demander si, de manière générale, les journalistes ne sont pas plus friands de scandales que de bonnes nouvelles. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de scandales au niveau des EHPAD. Évidemment. Alors forcément, c'est le lieu idéal pour en faire plein. Et je ne sous-estime pas ce qui se passe aujourd'hui dans les EHPAD en France. J'avais d'ailleurs exploré cette question quand j'avais rédigé mon mémoire lors de mon master en gestion des établissements de santé en 2017. J'avais justement pour idée en fait de me plonger dans le fonctionnement des EHPAD et de comprendre leur financement, le pourquoi du manque chronique de personnel, enfin voilà, ces conditions de travail si particulières. Et j'ai remarqué que le manque de personnel, les cas de maltraitance avérés s'expliquer, mais qu'il n'était pas forcément plus catastrophique en EHPAD que dans le milieu hospitalier, par exemple, ou dans celui du handicap. La maltraitance, elle existe, mais elle existe aussi en service. Quand vous devez faire attendre, par exemple, un patient 45 minutes pour aller aux toilettes, ou qu'on vous dit qu'il faut attendre 6 heures aux urgences, je pense que c'est aussi de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Et selon vous, comment on vient finalement à cette maltraitance ? C'est pour moi le système de santé en général qui peut devenir maltraitant quand les budgets et le personnel sont insuffisants pour faire un travail de qualité. Je pense que personne se lève un matin après avoir choisi d'être soignant par vocation ou par reconversion ou voilà, tout simplement parce qu'il a envie et décide qui va maltraiter une personne âgée dans le besoin. Je pense qu'il n'y a aucun humain qui décide sciemment de se dire « je vais maltraiter quelqu'un ». Je pense que ça fait suite toujours à des situations de... à force de courir pour s'occuper de tous les patients, sachant qu'on manque de temps pertinemment, qu'on commence son service en étant déjà en retard. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir cette sensation de prendre mon poste à 7 heures et de me dire « je suis déjà en retard » en fait. Donc, c'est vrai que ça peut être vraiment handicapant. Et malheureusement, on va bâcler notre travail et on va bâcler la mission première qui est d'accompagner en préservant l'autonomie et en mettant en premier lieu l'humain. D'accord. Donc il y a une logique de tarification, de rentabilité, si je peux utiliser ce terme. Ouais, totalement, c'est exactement ça. On est maintenant dans de la rentabilité, de la performance au niveau des soins, c'est ce qu'on nous apprend. Donc ça fait toujours bizarre de l'entendre, mais malheureusement, le financement actuel des soins repose sur une logique de ce qu'on appelle la T2A, donc la tarification à l'activité. D'accord. Et dans cette logique de T2A, un soin égale une cotation égale une somme d'argent. Ça, on l'apprend quand on est infirmier libéral, par exemple. C'est, voilà, il faut... chaque soin a une valeur. Et malheureusement, cette vision des soins infirmiers ne prend absolument pas la prise en charge palliative ou la prise en charge tout simplement en EHPAD humaine, dans laquelle un soin qui, normalement, un pansement peut prendre un quart d'heure, auprès d'une personne qui a Alzheimer ou qui est en prise en charge palliative, ça va être 3 fois plus, donc 45 minutes. Bien sûr. Et ça ne le prend pas en compte. D'accord. Comment est-ce qu'on peut valoriser justement ce travail-là ? Je pense que valoriser le travail par les soins techniques quantifiables, c'est bien. Les soins techniques, on a beaucoup ce mot à la bouche quand on est jeune infirmier parce que
c'est vrai que c'est super, en fait, motivant de savoir à un moment faire une prise de sang, de savoir faire n'importe quoi d'autre, un pansement, enfin voilà, un sondage, enfin ce que vous voulez. Mais je crois que maintenant, il est temps aussi de qualifier le soin humain, le temps qu'on passe auprès. Alors c'est plus difficile parce que c'est vrai que c'est pas très concret. Je pense qu'il faut prendre en compte aussi le temps qu'on a pris pour accompagner. Je prends l'exemple d'un patient qui va avoir Alzheimer et qui va prendre du temps pour utiliser, pas comprendre déjà comment utiliser une fourchette, une brosse à dents, Bien et sûr. qu'on va prendre une demi-heure pour lui expliquer, quoi. Et c'est malheureusement le cas. Là, en EHPAD, par exemple, on abandonne des espaces de bien-être comme le snozelen ou la balnéothérapie, parce que c'est absolument pas pris en compte dans les budgets, et donc en fait, on abandonne ces espaces. Ça devient des espaces de stockage de matériel, quoi. D'accord. Ouais. Oui, donc c'est finalement de là que naissent derrière les scandales, la dévalorisation de la gériatrie. C'est ça. En fait, exactement. C'est la structure d'accueil qui était à l'époque, on appelait ça l'hospice, Oui. dans laquelle c'est des religieuses qui accueillaient des personnes démunies. Il faut vraiment comprendre aujourd'hui qu'elle a évolué, que elle s'est transformée, que maintenant l'EHPAD est une structure médicalisée qui prend en charge des personnes de plus en plus âgées, qui souffrent de pathologies complexes et qui nécessitent du personnel formé et de qualité, quoi. Que les patients, que ce soit en EHPAD ou à l'hôpital, sont des consommateurs de soins avec des exigences, et que la prise en charge passe vraiment donc par de la main-d'œuvre humaine et non pas par d'autres choses comme la décoration de la salle à manger ou des choses comme ça qui augmente artificiellement le prix mensuel de ce que payent les résidents et leurs familles, quoi. Vous disiez avoir étudié justement cet environnement lors de votre mémoire en 2017. Mm-hmm. Est-ce que ça se passe différemment dans d'autres pays ? Oui, alors j'ai récemment entendu que par exemple aux États-Unis, ils ont commencé à mettre des indicateurs de qualité. Donc vraiment pour avoir des données chiffrées sur le nombre par exemple de personnes rendues incontinentes, ou le taux de dépression, le taux d'encadrement, le nombre de médicaments par résident, etc., avec des critères de notation pour que l'État puisse vraiment investir à la mesure des besoins et valoriser le personnel dans son travail réel, et non seulement sur la cotation des actes techniques dont je parlais avant. On vous sent malgré tout passionné par votre métier, donc c'est gentil. C'est très plaisant à entendre. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la gériatrie est malgré tout un secteur intéressant ? Oui, avec plaisir même, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à parler des scandales et de ce qui va pas. Mais je me dis toujours en réfléchissant que si ça fait 10 ans que je m'accroche aux personnes âgées, c'est il doit quand même y avoir un intérêt quelque part. Et je dirais que les personnes âgées sont vraiment devenues pour moi des sources d'inspiration. Quand j'ai constaté que c'était les dernières rescapées d'un monde ultra connecté dans lequel on vit aujourd'hui. Parce que finalement, c'est les seuls qui n'ont pas forcément de téléphone portable avec des applications ou Internet. Et ça m'a vraiment fascinée au départ de constater ça, parce que je me disais, mais comment font-elles pour survivre sans tout ça, en fait, et ne pas s'ennuyer et de vivre comme ça. Et en fait, elles m'ont vraiment appris à profiter de l'instant présent, sans réseaux sociaux, sans télé, parce que des fois, je me disais, oh là là, il faut que je leur allume la télé, la radio, enfin voilà, qu'il y ait quelque chose. Et en fait, c'est pas forcément un besoin qu'elles avaient, quoi. Ok, donc vous avez appris à déconnecter aussi. Totalement. Grâce à ces personnes-là. Malgré elles m'ont appris ça, et c'est vrai qu'aussi, elles ont un vécu souvent chargé de résilience après avoir vécu la guerre, parce qu'on est encore sur des générations qui ont vécu la guerre, et des événements de vie qui sont positifs ou négatifs, mais qui sont très très intéressants. Si on fait le parallèle avec le nouveau-né, oui, c'est vrai que il y a un lien, hein, parce que alors elle a des besoins. En fait, on dit souvent dans le milieu qu'on commence sa vie de manière dépendante. On a une courte période où on va être indépendant et après on revient à de la dépendance. Tout à fait. C'est un vrai cycle. Alors c'est vrai que bizarrement, tout ce qui est puériculture et pédiatrie va beaucoup plus attirer le grand public parce que c'est beaucoup plus mignon. Mais finalement, en fin de vie, on s'en rapproche, voilà. Donc c'est vrai qu'on ne rapetisse pas, ce qui est un peu dommage. Mais c'est marrant parce que pour les jeunes enfants,
on explore de plus en plus toutes les pistes pour éveiller au mieux nos enfants, et je pense que ça serait intéressant de faire pareil pour nos anciens. On connaît les émissions comme La Maison des Maternelles, voilà, qui parlent des enfants, mais pourquoi pas une Maison des Anciens, voilà. Bonne idée. Je suggère. Ok, super. Dernière question, qu'est-ce que vous pourriez conseiller justement aux plus jeunes qui souhaitent s'orienter vers le métier d'infirmier ? Je leur conseille avant tout de le faire avec conviction et curiosité intellectuelle. D'accord. Je dirais que le métier d'infirmier, il est passionnant, franchement, il est magique et il permet de voir des choses que d'autres métiers ne permettent pas de voir. Voilà, quand j'avais parlé du bloc opératoire au tout début, moi je me trouvais chanceuse de pouvoir voir l'intérieur d'un corps humain à 8h du matin. Et c'est pour ça que je leur suggérerais d'être à la fois rigoureux dans l'apprentissage de la théorie médicale, parce qu'il y a une grosse partie théorique quand même, et dans les soins techniques aussi, qui méritent d'être travaillés, que ce soit à l'IFSI ou en stage, de travailler sa dextérité, son aisance, et de se nourrir un maximum des rencontres de professionnels et de patients. Super. Merci beaucoup Olivia d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. On sent toute votre passion et tout votre engagement dans le métier, donc ça nous a permis d'en découvrir un peu plus, et on est ravis de cette découverte et de ce partage avec vous. Merci beaucoup. Moi, ça m'a permis de revenir sur 10 ans de pratique et de me poser des questions qui me donnent encore plus envie d'évoluer dans ce métier, donc c'est très gentil. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.